Au chapitre 4, on compare deux caractères x et y avec le facteur x qui influence la réponse y. Autrement dit, y est une fonction du facteur x. On avait déjà ce style de conclusion dans le chapitre 2, le chapitre ANOVA. Simplement, à l'époque, quand y était fonction de x, on n'allait pas plus loin, on ne cherchait pas à expliciter cette fonction de x. Tandis qu'ici, au chapitre 4, on va chercher à mettre en évidence les fonctions de x parmi les fonctions les plus simples que vous connaissiez, les premières fonctions que vous avez rencontrées au collège, les fonctions affines linéaires de la forme a plus bx avec deux coefficients a et b. Pour a et b, on aimerait trouver deux constantes, des vraies constantes universelles, valables à l'échelle de la population totale et qui ne dépendent pas de l'échantillon particulier sur lequel on a fait notre expérience. Au précédent cours, la dernière fois qu'on était en amphi, on avait pu calculer des coefficients a chapeau et b chapeau. Au moins, ça nous fournissait des valeurs numériques, mais malheureusement, ils étaient dépendants de l'échantillon particulier sur lequel se déroulait l'expérience, et donc ils ne reflétaient que la réalité de l'échantillon et pas au-delà. Donc notre objectif aujourd'hui, ça va être essayer de cerner ces coefficients a et b, des vraies constantes valables à l'échelle de la population totale. Donc déjà, notez bien ma convention de couleur. Tout ce que je note en rouge, c'est les objets indépendants de l'échantillon particulier sur lequel on expérimente. Ce sont des objets valables à l'échelle de la population totale, des objets universels, valables pour tous les expérimentateurs. Par contre, ce qui sera noté en bleu, ça sera des nombres pour lesquels on aura des valeurs numériques explicites, mais ils sont calculés à partir d'un échantillon très particulier. Donc, on ne peut pas, dans un premier temps, à partir de là, en tirer des conclusions valables à l'échelle de la population totale. Donc, le problème pour les coefficients idéaux, les coefficients A et B, leur problème, c'est qu'on n'a pas de valeur numérique. Et ils resteront à jamais inconnus. C'est exactement le même problème que pour la notion de moyenne. Quand on parlait de la moyenne théorique, la moyenne de la population totale, un nombre qu'on notait mu au chapitre ANOVA, eh bien, ces nombres mu étaient inconnus et il ne fallait pas les confondre avec les moyennes d'échantillons qu'on arrivait, eux, parfaitement à calculer. Donc le problème d'estimation d'un paramètre inconnu, c'est quelque chose que vous avez déjà traité en deuxième année pour des moyennes théoriques, des moyennes de population totale ou des variances de population totale. Vous avez déjà fait ça en deuxième année. Donc vous avez vu deux méthodes. Une méthode qui s'appelle la construction des intervalles de confiance. Et l'autre méthode, c'était une méthode de test quand l'énoncé vous fournissait une valeur candidate pour votre paramètre inconnu. Donc on va réviser rapidement dans votre polycope de deuxième année, vous l'avez dans vos archives, sinon j'en avais apporté quelques-uns en amphi pour les personnes qui l'avaient perdu ou qui n'étaient pas ici à Strasbourg l'an dernier. Donc par exemple, regardez cet énoncé, donc dans votre polycope de deuxième année, ça se situe à la page 37, en bas de la page 37. Donc ils avaient ici, regardez, un paramètre mu inconnu, c'était une moyenne théorique, la moyenne de la population totale, donc un nombre parfaitement inconnu, et ils arrivaient, vous avez appris à l'encadrer entre deux valeurs numériques que vous saviez calculer à partir de votre échantillon. Voilà l'intervalle de confiance. Et la borne inférieure, regardez, avant le point virgule, vous arriviez à calculer tout ça à partir de votre échantillon. Il y avait y bar, la moyenne de l'échantillon, SC de y, c'était l'écart type corrigé de l'échantillon, n, la taille de l'échantillon, et puis t, une valeur critique qui était lue dans une table de Student. Et la borne supérieure, presque pareil, avec un signe plus à la place du signe moins. Voilà, donc vous avez à la page suivante un exemple concret avec des valeurs numériques pour voir comment fonctionne cette méthode. Voilà, bon, j'ai un petit peu de mal avec mon curseur, on va y arriver. Regardez, donc l'intervalle de confiance obtenu pour ce nombre mu inconnu, on arrivait à 95% à affirmer qu'il était situé dans l'intervalle de borne inférieure 57,64 et de borne supérieure 77,67. Voilà, donc ce nombre inconnu mu, la moyenne de la population totale, la moyenne théorique, la première méthode pour l'estimer, c'était de l'encadrer entre deux valeurs numériques que vous sachiez calculer. Sinon, il y avait une autre approche, toujours dans votre polycope de L2, vous l'avez un peu plus loin à la page, j'y arrive à la page 42, c'est la méthode des tests, c'est-à-dire si l'énoncé vous fournit une valeur candidate pour le paramètre mu inconnu, vous pouvez tester si cette
Voilà, c'est exactement ici. Voilà, donc vous avez toujours regardé mu, ici, votre paramètre inconnu, moyenne théorique de la population totale, et dans l'énoncé, on vous donne une valeur concrète, mu 0, et on vous demande de tester, c'est ça l'hypothèse H0, est-ce que cette valeur suggérée est raisonnable? Est-ce qu'elle est plausible pour le paramètre inconnu? Donc si on accepte H0, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de différence, il y a seulement une différence négligeable entre le nombre mu et le nombre mu 0. Par contre, si on rejette l'hypothèse H0, ça veut dire qu'effectivement, cette valeur suggérée n'est pas du tout raisonnable. Voilà, donc vous construisiez une certaine statistique, c'était tout à fait possible à partir de l'échantillon de calculer la valeur observée de cette statistique et selon qu'elle tombait dans telle ou telle zone, vous arriviez à conclure est-ce que la valeur suggérée était raisonnable ou pas. Donc il y avait un petit peu plus loin, me semble-t-il, voilà ici un exemple numérique. Donc un exemple numérique qui se trouve dans votre polycope de deuxième année à la page 44, voilà, regardez l'énoncé vous suggérait comme valeur candidate mu0 égale 180 cm et vous aviez un test pour savoir si cette valeur proposée était raisonnable ou pas. Voilà, donc un petit rappel de techniques que vous avez vues en deuxième année et qui vont nous resservir ici en troisième année. Donc ce que vous avez appris à faire en deuxième année pour une moyenne théorique ou une variance théorique ou une proportion théorique, eh bien aujourd'hui on va le faire pour ces deux coefficients théoriques A et B. Hein, voilà, donc B, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la pente de la fonction affine. Donc on a une pente théorique et donc ce nombre inconnu, on aimerait l'estimer à l'aide d'un intervalle de confiance ou bien à l'aide d'un test si l'énoncé vous suggère une valeur candidate pour ce paramètre B. Et l'autre paramètre A, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, donc là vous avez une ordonnée à l'origine théorique, un nombre inconnu qui restera toujours inconnu, quoi qu'on fasse, et donc on va essayer de l'estimer à l'aide d'un intervalle de confiance ou bien à l'aide d'un test si l'énoncé vous propose une valeur candidate pour ce paramètre A. D'accord? Donc ne confondez pas les nombres écrits en rouge et les nombres écrits en bleu. Les nombres écrits en rouge, c'est des vraies constantes indépendantes de l'échantillon, donc qui reflètent l'ensemble de la réalité. Leur inconvénient, c'est qu'on n'aura jamais accès à leur valeur numérique exacte. Par contre, en bleu, là, c'est le contraire. Vous avez une valeur numérique concrète que vous savez parfaitement calculer. Par contre, ça ne reflète que la réalité d'un échantillon très très particulier. C'est-à-dire qu'un autre expérimentateur qui étudie le même phénomène que vous, mais forcément il travaille sur d'autres individus, il aura des valeurs différentes pour A chapeau, B chapeau. Et pourtant, au niveau des coefficients A et B, il parle vraiment de la même chose que vous. Voilà, donc voilà ce qui nous attend. Estimer le paramètre A, le paramètre B par deux méthodes différentes, intervalle de confiance et test. Et ensuite, à la fin de la séance, on va voir une utilisation de ce modèle linéaire, une utilisation toute simple, toute concrète et naturelle. Hein, c'est exactement l'objectif des statistiques. À partir d'un petit échantillon, essayer d'extrapoler et d'obtenir des informations au-delà qui soient valables pour d'autres individus qui n'étaient pas présents dans l'échantillon. Par exemple, si on reprend le premier exercice que vous avez démarré dans votre polycope la semaine dernière, hein, on avait un échantillon de taille n égale 11. X, c'était l'âge, et le caractère X, c'était le taux de cholestérol. Voilà, donc à partir des mesures sur cet échantillon, mettons que vous preniez une personne avec un âge de, je sais pas, de 75 ans, mettons, hein, je crois qu'il n'y a personne dans l'échantillon qui a un âge de 75 ans. Voilà, et on voudrait, sans avoir besoin de faire de nouvelles mesures, de rechercher un individu correspondant exactement à cet âge, on voudrait deviner le taux de cholestérol qu'on doit attendre pour cette personne. Voilà, et bien avec notre modèle statistique, on va le faire simplement. On récupère cette formule mathématique. À la place de x, l'âge, on injecte donc l'âge qui vous intéresse, mettons 75 ans. Vous faites A plus B fois 75, et théoriquement, ça devrait vous donner le taux de cholestérol. Ok, voilà, donc c'est une utilisation très simple et très naturelle des modèles statistiques. Alors je vous rappelle qu'au premier cours, sur le chapitre 4, la dernière fois, on avait vu que les expériences peuvent se présenter de deux façons, deux configurations différentes, le plan expérimental 1 ou le plan expérimental 2. Comment vous faites la distinction entre les deux? Il faut bien regarder le facteur X.
Quand le facteur x est une vraie variable aléatoire, avec une infinité de valeurs possibles, on ne sait pas laquelle à l'avance, il faut faire des mesures, c'est-à-dire de même nature que le caractère y. Alors là, vous êtes en plan expérimental 1, c'est typiquement l'exemple du cholestérol en fonction de l'âge. Là, j'ai bien effectivement une variable aléatoire, on peut trouver n'importe quelle valeur au niveau du facteur x. Sinon, on avait vu une autre configuration, le plan expérimental 2, ça se voit au niveau du facteur x, c'est la situation, le facteur x n'est pas aléatoire, il est contrôlé. Donc on le voit tout de suite, il n'y a qu'un nombre fini, très restreint de valeurs possibles pour x, et c'est contrôlé par l'expérimentateur. On avait ça dans le deuxième exercice qui a été démarré dans le polygraphe. On recevait une injection, et ensuite donc on mesurait leur taux d'hormone y. Et justement, le facteur X, c'était le laps de temps écoulé entre l'injection et la mesure du taux d'hormone. Voilà, et vous voyez tout de suite, ça vous saute aux yeux immédiatement que le facteur X n'est pas une variable aléatoire. Hein, on n'a que 4 valeurs possibles, elles se répètent à chaque fois sur plusieurs individus. C'est-à-dire, le plan expérimental 2, c'est la situation qu'on avait déjà au chapitre 2 pour les exercices de type ANOVA. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, si vous ne faites pas bien la distinction entre plan expérimental 1 et plan expérimental 2, c'est pas trop grave. Tout ce qu'on va voir, les tests et les intervalles de confiance, ça se construit de la même façon qu'on soit en plan expérimental 1 ou en plan expérimental 2, mais quand même réviser les notations spécifiques à ces deux configurations, parce que le prochain cours, on verra des résultats valables uniquement en plan expérimental 2. Alors, dans les deux cas, plan expérimental 1 ou 2, on avait déjà fait plein de calculs la semaine dernière. Voilà, et vous aviez dans votre polycope toutes les valeurs numériques que vous corrigez. Voilà, donc sur la colonne des X, on calculait la moyenne, l'écart type, la variance. Pareil sur la colonne des Y. Et puis, on a les résultats pour vous corriger. Voilà, les moyennes. Les variances, bon, c'était les variances non corrigées, donc si vous avez fait le travail par Minitab, les variances et écart type donnés par Minitab, là, vous savez que c'est toujours la version variance corrigée, écart type corrigé. Il faut bien faire attention à ça, tandis que là, dans le polycope, il vous donnait la variance non corrigée, la variance empirique, et pareil pour l'écart type. Voilà, donc vous aviez des calculs de covariance. Donc dans le PDF de TD que j'ai mis sur Moodle la semaine dernière, vous aviez des compléments de cours sur la covariance. Elle aussi, vous savez qu'elle existe en version empirique et en version corrigée. Vous aviez tout le détail dans le PDF de TD. Et là, le coefficient de corrélation linéaire. Voilà, tout ça, on avait calculé. Et vous l'avez sur la même page. Donc ça, c'est dans votre polycope à la page 38, dans votre polycope de L3. Et en bas de la page, vous avez les résultats analogues pour l'exemple des rats. Donc je pense que vous avez pu tout faire, tout préparer et vous corriger déjà. Alors on était allé un petit peu plus loin, on avait la notion de droite de régression, les fameux coefficients A chapeau et B chapeau, qui aussi ont été, vous aviez toutes les formules, et dans le polycope, donc c'était corrigé un petit peu. Voilà les coefficients B chapeau et A chapeau que vous avez pu calculer depuis le précédent cours. Et voilà l'équation de votre droite de régression. Coefficient A chapeau, B chapeau, ici X, l'âge, et là Y, le taux de cholestérol. Pareil pour l'exemple des rats, vous avez le B chapeau, le A chapeau. Donc ici X en minutes, le laps de temps écoulé entre l'injection et la mesure du taux d'hormone. Là, ici, un coefficient B chapeau négatif. Donc ça veut dire que les points, on peut représenter les mesures expérimentales par un nuage de points. Donc ces points sont regroupés autour d'une droite descendante. Voilà, ici Y, la concentration en hormones. Voilà, donc tous les calculs préparatoires, vous les avez déjà effectués. Et à partir de là, on va pouvoir continuer et aborder notre problème des intervalles de confiance. Alors juste une petite mise au point de vocabulaire. Quand on parle de modèle linéaire simple, le mot simple, c'est juste pour indiquer qu'on considère un seul facteur X. Plus tard en master, vous verrez des modèles linéaires multiples.
on peut avoir plusieurs facteurs x, z, t. Donc dans la fonction, vous vous retrouvez avec du b1x plus b2z plus b3 t. Vous avez plusieurs coefficients b à évaluer ici en L3. Vous en aurez juste un. Voilà, donc l'objectif, c'est obtenir des vrais coefficients ici indépendants de l'échantillon, des vraies constantes valables à l'échelle de la population totale. Alors, on va commencer par estimer la pente B, le coefficient B. Comment peut-on estimer ce coefficient B? Alors, la première estimation, c'est celle que vous avez obtenue la semaine dernière, l'estimation ponctuelle, en remplaçant le nombre B inconnu par le B chapeau qu'on a pu calculer le coefficient de la droite de régression, avec les formules que j'avais indiquées la semaine dernière. Donc ici, attention, un quotient d'écart type, et non pas un quotient de variance. C'est une erreur qu'on rencontre souvent. Alors les deux écarts types, vous êtes homogènes, vous les prenez tous les deux en version corrigée, si vous voulez utiliser les écarts types de Minitab, ou bien tous les deux en version, comme dans cette formule ici, tous les deux écarts types en version empirique. L'essentiel, c'est d'être homogène et de ne pas faire un mélange des deux. Alors, le premier point, ça va être de voir ce nombre B chapeau que vous avez calculé, le voir comme une valeur observée pour une certaine variable aléatoire que je note grand B chapeau. Ne rentrez pas dans les détails, comment elle est définie, quelle est sa loi, c'est très compliqué, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de le savoir. De la même façon, on introduit une sorte de variance, entre guillemets, une fonction que je vais noter S carré B. Pareil, très compliqué, de loi inconnue, c'est pas grave, on n'a pas besoin de connaître les détails, vous avez juste besoin de connaître, de savoir calculer sa valeur observée sur notre échantillon. Et ce genre de formule, regardez les sujets d'anal sur Moodle, on vous les fournit toujours, donc pas de panique, simplement quand on vous donne cette formule, il faut savoir bien la mettre en œuvre. Donc là, vous avez ici n, la taille de l'échantillon, donc mettons dans l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, c'est n égale 11. Puis dans l'exemple des rats, c'est n égale 12. 1 moins r carré de xy, vous l'avez calculé la semaine dernière. Et ici, un quotient de variance. Là, c'est bien des variances. Alors pareil, au choix, vous prenez deux variances empiriques, comme je l'ai écrit ici, ou bien deux variances corrigées, les variances que vous donne Minitab. L'essentiel, c'est d'être homogène. Ensuite, on va construire une variable aléatoire t en s'inspirant des formules qu'on avait mises au point dans le chapitre 1 quand on voulait faire une approximation par la loi normale. Sauf qu'ici, on va avoir une loi de Student, c'est pas grave. Donc on prend notre variable aléatoire B chapeau, on lui retranche le nombre B, c'est une sorte d'espérance, et on divise par une sorte d'écart type SB. Donc au niveau des S carré B là-haut, il ne faudra pas oublier de prendre la racine carrée. Ce que vous devez mettre au dénominateur, ça doit bien être l'écart type et pas la variance. Voilà, donc cette variable aléatoire, pareil, elle a une définition très compliquée, mais vous avez juste besoin de connaître sa loi. Donc elle suit une loi de Student à n-2 degrés de liberté. Et cette loi de Student, vous avez travaillé avec dans le TD que j'ai déposé sous forme de PDF sur Moodle la semaine dernière. Donc vous avez appris à lire des valeurs critiques pour la loi de Student, des valeurs critiques, vous savez faire une lecture de table, vous savez aussi les calculer par Minitab, et Minitab, il vous fournit également des représentations graphiques un peu de ce genre. On voit la fonction densité de la loi de Student. On se rend compte que la loi de Student, elle peut prendre toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs les plus fréquentes, c'est les valeurs centrales, que j'ai représentées par l'intervalle de moins c à c, les valeurs au voisinage de 0, la fonction densité prend des valeurs très élevées à ce niveau-là, donc ça veut dire que c'est des valeurs très fréquentes. Par contre, aux extrémités, du côté de plus l'infini, moins l'infini, vous avez des valeurs plus rares. La fonction densité est plus petite à ce niveau-là. Voilà, donc là, vous avez des valeurs beaucoup plus rares. Et donc, ces valeurs rares, ça va être la zone de rejet de l'hypothèse A0 quand on fera des tests tout à l'heure, tandis que la zone centrale au voisinage de 0, ça sera la zone d'acceptation. Donc comme toujours dans un test, la zone de rejet, il faut bien la contrôler, il faut qu'elle ait une probabilité faible, une probabilité donnée par le seuil alpha, mettons 5%. Donc cette zone de rejet, quand on fera notre test plus tard, c'est donc la probabilité que t en valeur absolue dépasse c, c'est-à-dire t est plus grand que c, l'intervalle de c à plus l'infini, ou bien l'intervalle de moins l'infini à moins c.
Donc ces deux intervalles réunis doivent avoir une probabilité alpha, 5%. Et donc la zone centrale, le voisinage de 0, l'intervalle de moins C à C, il aura une probabilité de 1 moins alpha. Dans notre cas, mettons 95%. Alors cette variable aléatoire t, donc avec la définition qui était donnée là, qu'est-ce que vous avez dans cette définition? Vous avez un nombre b inconnu, justement le nombre qu'on cherche à évaluer, et puis deux variables aléatoires, b chapeau et sb, qui ont l'air un peu compliquées, mais qu'il suffira de remplacer par leur valeur observée sur l'échantillon. Et donc, au dénominateur, il faudra prendre la racine carrée de cette grosse formule en bleu. Et au numérateur, pour B chapeau, il suffira de remplacer par le B chapeau que vous avez déjà. Hein, vous l'avez déjà calculé. Donc vous avez tout à votre disposition. Hein, le S carré B, mettons dans l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, calculez-le, vous avez tout ce qu'il faut dans le polycope pour vous corriger. Je crois que c'est à la fin du polycope, à la page, vous avez un peu plus loin, attendez, on va le trouver, voilà, c'est exactement là. Regardez vos réponses. Hein, donc dans l'exemple, le premier exemple, le taux de cholestérol en fonction de l'âge, regardez SKB, ici vous avez la réponse, le SB, c'est le facteur de notre dénominateur, hein, vous ne devez pas prendre la racine carrée, vous l'avez ici. Donc vraiment tout est faisable, vous avez tous les atouts en main, on vous a donné toutes les informations. Voilà. Donc avec ça, on reporte ça dans la formule en rouge et ça nous donne explicitement la valeur observée pour notre variable aléatoire T. Donc B chapeau que vous connaissez, SB au dénominateur, vous avez sa valeur numérique et donc là, en rouge, il vous reste le nombre inconnu qu'on veut estimer. Donc ce nombre-là, cette fraction rationnelle, ici, vous êtes sûr qu'elle tombe à 95% dans l'intervalle de moins C à C. Voilà, donc ce que j'écris sous cette forme, voilà cet encadrement, vous en êtes sûr à 95%. Alors comme l'intervalle est symétrique, si on prend l'opposé, le nombre B moins B chapeau sur SB, il est encadré de la même façon. On n'est pas obligé de prendre l'opposé, mais c'est quand même intéressant parce que comme ça, on se retrouve en première position avec le nombre B qu'on doit justement surveiller et isoler au centre de notre encadrement. Donc ça peut rendre service. Et donc ensuite, vous nettoyez un peu votre encadrement de façon à isoler B tout seul entre les deux symboles d'inégalité. Donc dans un premier temps, vous commencez déjà par multiplier partout par SB. Vous remontez l'écart type au numérateur. Voilà l'encadrement que vous obtenez. Et puis pour terminer, vous faites plus B chapeau de tous les côtés, sur tous les côtés de l'inégalité. Et voilà ce que vous obtenez. On a exactement obtenu ce qu'on recherchait. Le fameux nombre inconnu est la pente théorique ici. Hein, donc sa valeur reste inconnue, mais au moins on sait l'encadrer entre deux valeurs tout à fait calculables. La valeur critique C, vous l'avez vu dans une table de Student, le B chapeau, le SB, vous l'avez calculé. Donc regardez ce que ça va vous donner. Voilà. Regardez ici. Hein, voilà votre intervalle de confiance au seuil 5% pour B. Voilà, il va être encadré entre la borne inférieure, ça va être du 0,65 et la borne supérieure, 5,822. Voilà, vous avez vraiment tout pour vous corriger dans votre polycope. Voilà comment on construit un intervalle de confiance. Donc ce paramètre inconnu, cette pente théorique, maintenant vous savez déjà l'estimer à l'aide d'un intervalle de confiance. Et donc il y avait une autre estimation, l'estimation par test. L'estimation à l'aide d'un test, où est-ce que c'est? Voilà, regardez exactement ici. Si l'EC vous fournit une valeur B0 concrète, tout à fait explicite, mettons qu'on vous demande de regarder est-ce que la pente théorique, la pente inconnue, est-ce qu'elle peut prendre comme valeur, je ne sais pas, 2,7. Mettons B0 égale 2,7. Alors, votre hypothèse H0, ça va être de dire justement qu'il n'y a pas tellement de différence, seulement une différence négligeable entre le paramètre inconnu B et le B0 fourni par l'énoncé, mettons 2,7. La statistique du test, ça va être la variable T que j'ai notée ici. Donc, j'ai repris la même lettre T que pour la construction de l'intervalle de confiance, parce que je manquais de lettres, mais ce n'est pas la même formule, ce n'est pas la même variable aléatoire. Les variables B chapeau et SB, d'accord, on les reprend à l'identique, mais l'autre variable T qu'on avait précédemment, ici, vous aviez non pas B0, mais
Donc c'est une autre variable aléatoire qui prend d'autres valeurs. J'aurais dû mettre des indices. Hein, la variable t précédemment, j'aurais dû la noter t indice 1, et puis ici, celle-là, je devrais la noter t indice 2, mettons, pour réduire les risques de confusion, mais si je commence à mettre des indices partout, ça surcharge les notations. Donc c'est pas la même variable aléatoire, mais quand même, elle suit la même loi de Student. Donc le petit schéma qu'on avait dessiné tout à l'heure, il reprend du service à l'identique. Ça valait la peine de le détailler. Voilà. Hein, donc il nous avait servi à construire l'intervalle de confiance. Maintenant, il va nous servir à la discussion du test. Hein, la zone d'acceptation, ça sera l'intervalle de moins C à C. Si on tombe dans cette zone-là, si t est proche de 0, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de différence entre B chapeau et la valeur 2,7 qu'on vous a proposée, la valeur B0 qu'on vous a suggérée dans l'énoncé. Par contre, si vous tombez dans les zones assurées, ici et là vous êtes, le t est grand, il est loin de 0, donc ça veut dire qu'il y a une grosse différence entre B chapeau et B0. Voilà, donc où est-ce qu'il est mon test? Il est là. Voilà, donc vous récupérez la valeur critique, le schéma de discussion, vous avez investi une fois dans le dessin de ce schéma de discussion et ensuite il va resservir très souvent. Voilà votre valeur observée pour cette statistique T. Hein, donc B chapeau et SB, ils sont donnés, vous les avez calculés à partir de votre échantillon, et le B0 vous est fourni par l'énoncé, donc mettons 2,7, hein, et là vous arrivez à calculer explicitement ce nombre T. La discussion, vous regardez où est-ce qu'il tombe, hein, sur l'axe réel. S'il est compris entre moins C et C, c'est-à-dire la zone en blanc sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire s'il est proche de 0, donc il n'y a pas tellement de différence entre B chapeau et B0. Donc là, on peut considérer effectivement que cette valeur B0 suggérée était raisonnable. Par contre, si t est grand, que ça soit du côté de plus l'infini ou moins l'infini, ça veut dire qu'il y a une grosse différence entre B chapeau et B0. Donc là, on est obligé de rejeter la valeur qui vous suggérait. Elle est vraiment trop éloignée, elle n'est pas du tout raisonnable, c'est pas plausible de prendre cette valeur comme valeur pour le paramètre inconnu B. Voilà, donc déjà pour la pente théorique B, vous avez à votre disposition deux méthodes pour l'estimer, soit un test, comme on vient de voir, si l'énoncé vous fournit explicitement une valeur B0, ou bien un intervalle de confiance. Voilà, un intervalle de confiance pour B. Vous savez maintenant comment le construire. Alors il restait un deuxième paramètre à évaluer, le paramètre A, c'est-à-dire l'heure donnée à l'origine. Voilà, donc vous, ce que vous aviez, c'était une estimation ponctuelle au niveau de l'échantillon, à chapeau, qu'on avait calculé la semaine dernière. Donc, de la même façon, on va voir ce nombre à chapeau comme une valeur observée, une certaine variable aléatoire, grand A chapeau, que vous ne cherchez pas à expliciter, quelle est sa loi, c'est très compliqué, on n'a pas besoin de le savoir. On lui associe aussi une sorte de variance, S carré A. Voilà, la formule vous est donnée. Vous récupérez le S carré B calculé précédemment. Là, vous avez la moyenne des X que vous élevez au carré. Et ici, alors attention, attention, là, il y a vraiment un gros risque d'erreur. À ce niveau-là, regardez, c'est vraiment la variance empirique qu'il faut mettre. Si vous injectez ici la variance de Minitab, la variance corrigée, ça va vous faire une faute. Donc précédemment, c'était pas trop grave parce qu'on était dans une fraction avec au dénominateur un autre terme, une autre variance qui venait compenser. Mais là, c'est pas pour rien qu'au TD précédent, le TD que j'ai mis sur Moodle la semaine dernière, on vous montrait vraiment quelle était la formule qui permettait de passer d'une variance corrigée à une variance non corrigée. Donc il faudra vraiment récupérer toutes ces formules pour ne pas se tromper à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez, si vous travaillez sur l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, vous faut vous corriger, hein, regardez le S carré A, est-ce que vous trouvez bien 3104, etc. Et puis après, donc, il faudra prendre exactement l'écart type, SA, donc vous appliquez encore une racine carrée et contrôlez si vous trouvez bien la valeur 62. Vous avez vraiment tout pour vous corriger dans le polycope. Voilà. Alors, comment on va construire un intervalle de confiance pour
cette pente, pardon, cette ordonnée à l'origine théorique, ce coefficient A théorique, un peu comme tout à l'heure, on construit une formule inspirée des formules qu'on avait mises au point quand on voulait faire une approximation par la loi normale, sauf que là, au lieu d'avoir une loi normale, on a une loi de Student. Donc vous prenez la variable à chapeau, vous le retranchez la constante A, si on veut, ça peut être interprété comme son espérance, et vous divisez par un écart type. Alors une fois de plus, je l'ai noté t, mais bien sûr, ce n'est pas la même variable aléatoire, elle ne prend pas les mêmes valeurs que les autres variables t que j'avais présentées précédemment. Je devrais mettre des indices, donc là, ça devrait être, je crois, l'indice 3. OK? Alors, c'est une autre variable, mais quand même, elle suit toujours la même loi, la loi de Student, donc vous récupérez le petit dessin qu'on avait fait précédemment. La valeur critique, vous la conservez, et vous avez juste à regarder maintenant, évaluer maintenant la valeur observée de cette variable aléatoire sur notre échantillon particulier. Les variables A chapeau et SA, elles prennent les valeurs petit a chapeau, petit SA en bleu que vous avez. Et ici, comme valeur inconnue, il vous reste juste le paramètre A, l'ordonnée à l'origine théorique, justement le nombre qu'on cherche à estimer. Alors rédiger, voilà, donc ce nombre-là, il tombe dans l'intervalle moins C à C avec une probabilité 95%, et puis détailler un petit peu les encadrements que j'avais rédigés tout à l'heure en donnant toutes les étapes. C'est vraiment les mêmes idées, sauf que vous avez des A à la place des B, et contrôlez que vous trouvez bien cet encadrement. Voilà, donc ici au centre, le paramètre inconnu, l'ordonnée à l'origine théorique qu'on voulait estimer, donc cette valeur reste inconnue, mais vous arrivez à l'encadrer entre deux nombres qui seront parfaitement identifiables numériquement. Vous avez tout ce qu'il faut. A chapeau, SA, ils sont calculés à partir de votre échantillon. Et la constante C, c'est une valeur critique de Student que vous avez lue dans une table. Et pareil, dans votre polygraphe, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous corriger. L'intervalle de confiance pour A. Dans l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, voilà, regardez, A, l'ordonnée à l'origine, à 95%, elle tombe dans cet intervalle ici. Une borne inférieure égale à moins 105 et une borne supérieure égale à 177. Voilà. À vous de contrôler la réponse. Donc cette ordonnée à l'origine A théorique, vous pouvez donc l'estimer par intervalle de confiance et aussi par test. Voilà, mettons que dans l'énoncé, on vous suggère une valeur A0 égale à, je sais pas quoi, mettons 50. Est-ce que c'est une valeur raisonnable ou bien est-ce que c'est complètement délirant? Alors l'hypothèse A0, ça consiste à dire qu'il y a juste une différence négligeable entre le paramètre A inconnu et le nombre A0, mettons 50, que vous suggère l'énoncé. Vous construisez une statistique pour ce test. Voilà, toujours sur le même modèle. Bon, je l'appelle encore une fois T, mais c'est voilà, à chaque fois c'est un T différent, donc là j'aurais dû mettre un indice T égale 4, je crois. Voilà, comme précédemment, A chapeau moins la constante fournie par l'énoncé, et puis divisé par l'écart type. Vous récupérez la même loi de Student, la même valeur critique, la valeur observée sur notre échantillon, il y a juste à remplacer les variables A chapeau et SA par leurs observations sur notre échantillon. Voilà, vous partez de cette formule. Donc le nombre A0 est connu. Là, vous avez deux variables aléatoires, donc on avait évoqué tout à l'heure. Elles, ça reste les mêmes. La variable T, elle est différente à chaque fois, mais les A chapeau, B chapeau, les SA, les SB, ceux-là, ils sont définis de façon unique. C'est juste au niveau des T que j'ai voulu économiser les indices. J'aurais peut-être dû les mettre quand même. Voilà, donc ici A0, un nombre connu. On avait dit, mettons que l'énoncé vous suggère la valeur 50. Et puis, donc là, vous allez remplacer par les valeurs observées. Voilà, donc vous arrivez à calculer explicitement ce nombre petit t en bleu, et après vous regardez où est-ce qu'il tombe. La zone d'acceptation, s'il tombe dans l'intervalle de moins C à C, il est voisin de 0, donc ça veut dire que le numérateur A chapeau moins A0, il est voisin de 0, c'est-à-dire A chapeau voisin du nombre qu'on vous a suggéré, donc c'est raisonnable, on peut accepter cette valeur A0 comme valeur pour le paramètre inconnu. Par contre, si t est trop grand, du côté de plus l'infini, moins l'infini, là, ça veut dire qu'il y a une trop grosse différence entre A chapeau et A0. Donc la valeur qu'on vous avait suggérée, je sais pas, mettons j'avais dit 50 pour rendre les choses un peu plus concrètes. Donc là, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'elle n'est pas du tout raisonnable. Voilà. Donc les deux paramètres du modèle
les deux coefficients du modèle statistique, du modèle linéaire. Voilà, ces deux coefficients A et B, les coefficients théoriques, je les ai notés en rouge, donc avec mes conventions de couleur, tout ce qui est en rouge, c'est défini de façon unique à l'échelle de la population totale, c'est pas influencé par le choix de tel ou tel échantillon qu'on a rencontré par hasard. Voilà, donc ces deux nombres inconnus, on ne connaît toujours pas leur valeur, on ne la connaîtra jamais, mais on est en mesure de l'estimer soit par un intervalle de confiance, soit par un test. Voilà, donc cette formule très simple, cette fonction linéaire a plus bx, évidemment, elle ne représente pas complètement le caractère y. Vous voyez que je n'ai pas mis un vrai symbole d'égalité. Évidemment qu'il y a d'autres influences qui s'exercent sur y. Là, j'ai privilégié l'influence linéaire en x, mais vous pouvez avoir des influences de x qui ne sont pas linéaires. Vous voyez, par exemple, on ne voit pas dans la formule de termes en x carré ou exponentielle de x, et pourtant, ils pourraient influencer sur y. Et puis, il y a une troisième source d'influence, c'est les caractères autres que x, ce qu'on avait appelé l'influence résiduelle quand on était dans le chapitre 2, le chapitre ANOVA. Voilà, donc je vous rappelle, on a vu ça au précédent cours, sur votre caractère y, il y a trois types d'influences qui s'exercent. L'influence linéaire en x, donc là on se focalise là-dessus, on la traite très en détail. Deuxième influence, les influences de x non linéaires. Et troisième influence, l'influence des facteurs autres que x. Voilà, donc on a complètement négligé deux types d'influences, les facteurs autres que x et les influences de x, genre x carré, exponentielle de x. Donc ça crée un terme d'erreur, donc c'est pour ça que y n'est pas exactement égal à plus bx. Donc déjà, on voit se profiler la question, est-ce que cette formule affine linéaire, est-ce qu'elle représente bien le caractère y? Bon, on va pas traiter ça aujourd'hui, ça sera le prochain cours. On verra un test de validation du modèle linéaire pour savoir si cette fonction affine linéaire représente bien y ou bien si le terme d'erreur est vraiment trop important pour être négligé. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'utilisation de ce modèle linéaire. Voilà, donc comme je l'évoquais en introduction, ça permet de deviner des valeurs de y sans avoir besoin de faire une expérience, de rechercher des individus, de faire des mesures, juste avec un simple calcul mathématique. Vous injectez ici une valeur de x, mettons, si je reprends l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, on avait dit si maintenant on veut deviner le taux de cholestérol pour un âge de 75 ans, voilà, à la place de x, vous injectez la valeur 75, et donc votre réponse pour le taux de cholestérol, ça serait A plus B fois 75, une formule toute simple. Voilà, donc c'est ça le principe. À partir d'informations sur un petit échantillon de taille 11, mettons, dans le cas du taux de cholestérol en fonction de l'âge, essayez de deviner le taux de cholestérol pour les individus qui n'étaient pas présents dans cet échantillon. Voilà, mettons, pour un âge Z, vous n'avez qu'à penser 75. Là, c'est le caractère X, l'âge, il prend la valeur 75. Qu'est-ce qu'on peut suggérer comme valeur pour Y? Alors, le mieux, c'est de représenter ça graphiquement. Donc, en abscisse X, j'ai mis l'âge. Et en ordonnée, vous avez le taux de cholestérol. Voilà, donc mettons ici en abscisse, vous placez comme valeur Z, on va dire 75 ans. Et bien sûr, le modèle idéal, le modèle linéaire, c'est cette fonction affine linéaire avec les coefficients A et B théoriques indépendants de l'échantillon. Donc votre réponse idéale, partant ici d'un âge Z égale 75 ans, vous montez à la verticale, et votre réponse, le taux de cholestérol, ça serait l'ordonnée du point en rouge. Voilà votre réponse idéale, réponse théorique, sauf que pour la calculer, c'est quoi il faudrait faire A plus BX, mais comme on ne connaît pas A et B, on n'aura pas de valeur numérique concrète. C'est la meilleure réponse possible, la réponse idéale, mais comme toujours, pour tous les objets qui sont définis théoriquement à l'échelle de la population totale, l'avantage c'est qu'ils reflètent l'ensemble de la réalité, l'inconvénient c'est que malheureusement on n'a pas accès à des valeurs numériques. Alors faute de mieux, on se contente d'une autre droite, la droite en bleu, la droite de régression, avec ses coefficients A chapeau, B chapeau calculés la semaine dernière à partir de notre échantillon. Et puis, pareil, en abscisse, on pose l'âge qui nous intéresse, mettons Z égale 75 ans, vous montez à la verticale, et là, votre réponse, ça serait l'ordonnée du point en bleu. Au moins, on a une valeur numérique. Malheureusement, c'est influencé par le choix de l'échantillon, mais faute de mieux, il faudra bien s'en contenter. Voilà, donc on a deux nombres pour répondre à notre question, c'est quoi le taux de cholestérol pour un âge Z égale 75 ans. La réponse idéale en rouge, A plus B, Z, mais on ne peut pas effectuer le calcul parce qu'on ne connaît pas A et B. Et puis la réponse en bleu, Y chapeau de Z,
A chapeau plus B chapeau fois 75, là effectivement on sait calculer. Voilà, donc ça va être un peu comme tout à l'heure quand on cherchait à estimer séparément le coefficient A inconnu et le coefficient B inconnu. On avait fait des intervalles de confiance, et bien là de la même façon, on va construire un intervalle de confiance pour la réponse idéale qu'on aurait aimé pouvoir fournir, le y de z. Alors on y va, comment est-ce qu'on va construire ça? Donc de nouveau, on va introduire des variables aléatoires très compliquées, qu'on ne connaît pas trop en détail, on ne sait pas quelle est leur loi. Ne vous laissez pas impressionner, c'est pas grave. Mettons, regardez, on va introduire cette variable L, définie par A chapeau plus B chapeau Z. Donc ici, Z, vous pensez l'âge 75 ans, mettons. Puis A chapeau, B chapeau, donc elles sont définies comme précédemment. Hein. Ça c'est bien les mêmes qu'avant. Alors la loi de L, c'est très compliqué, c'est pas grave, on n'a pas besoin de la connaître. Vous avez juste besoin de connaître la valeur observée pour cette variable L, la valeur particulière prise par L sur notre échantillon. Voilà, donc vous remplacez grand A chapeau par le petit A chapeau et grand B chapeau par le petit B chapeau que vous avez calculé déjà la semaine dernière et en effectuant l'opération avec ici à la place de Z l'âge 75 ans, vous obtenez exactement le nombre Y chapeau de Z qu'on avait interprété graphiquement tout à l'heure comme l'ordonnée du point en bleu sur la droite de régression. Alors vous aurez aussi une espèce de variable variance S carré L. La beaucoup la formule de S carré A qu'on avait tout à l'heure. Voilà en facteur le S carré B que vous avez calculé précédemment. Là, tout à l'heure pour S carré A, on avait dans le carré seulement la moyenne des X. Donc il faudra rajouter dedans ici la valeur de Z. Donc mettons l'âge de 75 ans à l'intérieur du carré. Et puis ici, toujours le même piège qu'on avait déjà tout à l'heure pour S carré A. Hein, ici, faites bien attention. C'est pas la variance unitaire qu'il faut mettre, c'est pas la variance corrigée, hein, c'est vraiment la variance empirique, la variance non corrigée. Donc révisez le précédent TD, on vous a bien montré toutes les formules qui permettent de passer de la variance corrigée à la variance non corrigée. Il faut savoir jongler de l'une à l'autre. Voilà, donc vous arrivez à calculer ça. Et voilà. Ensuite, on fabrique encore une variable aléatoire t. Donc, ce n'est pas le même t que les autres variables t précédemment. Donc, si j'avais mis des indices, là, ça doit être bien t indice 5. Construit toujours sur le même schéma, un peu comme quand on faisait une approximation par la loi normale, sauf que là, on aura une loi de Student. Vous prenez votre variable, vous lui retranchez un nombre que vous pouvez interpréter comme une sorte d'espérance, et vous divisez par une sorte d'écart type. Alors, la loi de Student, c'est toujours la même, avec le même paramètre, le même nombre de degrés de liberté. Donc, la valeur critique, c'est vous la récupérez d'avant. Le fameux intervalle, la zone centrale à le voisinage de 0 de moins CAC, qu'on avait représenté sur un petit schéma, vous le récupérez à l'identique. Après, cette variable-là, ça va être quoi sa valeur observée sur notre échantillon? Il suffit de remplacer les variables très compliquées, le L et le SL, par leur valeur observée sur notre échantillon. Donc Y chapeau de Z moins SL. Hein, donc toujours la même convention. En bleu, je note tous les nombres que je sais calculer à partir de l'échantillon. Et puis en rouge, le fameux nombre inconnu qu'on veut chercher à estimer. Et comme toujours, commencez à prendre l'habitude et à voir comment on construit ces intervalles de confiance. Ce nombre-là, 95%, vous serez certain qu'il se trouve à l'intérieur de l'intervalle de moins CAC. Voilà, donc ça vous donne un encadrement. Puis en travaillant un petit peu sur l'encadrement, vous remontez le dénominateur, vous faites plus Y chapeau de Z à gauche et à droite, et vous trouvez un encadrement, un intervalle de confiance de ce style. Toujours le même principe, au centre, vous isolez le nombre inconnu que vous voulez estimer, et les deux extrémités de l'encadrement, les deux extrémités de l'intervalle, c'est rien que des choses que vous savez calculer. Vous avez tout à votre disposition. Voilà, donc il y a de quoi vous entraîner avec les sujets d'anal, avec le PDF de TD, là que j'ai mis sur Moodle, il y a de quoi faire. Donc dans votre polycope, il vous propose de construire des intervalles de confiance dans l'exemple des rats. D'accord, hein, je vous rappelle, là on avait un échantillon de taille 12, n égale 12 rats. Le facteur X, c'était le laps de temps qui s'écoulait entre l'injection et la mesure du taux d'hormones. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, ça marche pas bien. Voilà.
Voilà, donc X, c'était le laps de temps écoulé entre l'injection et la mesure du taux d'hormone, et le taux d'hormone, c'était justement le caractère Y. Alors, la semaine prochaine, on verra que pour cet exemple des rats, on n'arrive pas à valider le modèle linéaire pour le caractère Y. Si on travaille directement avec le taux d'hormone, on n'arrivera pas à présenter Y à peu près comme une fonction de la forme A plus Bx. Par contre, on arrivera à valider le modèle linéaire en remplaçant le caractère Y par log de Y. Ok? Voilà, donc si on revient à notre polytope de L3, donc reprenez les mesures expérimentales qui vous étaient fournies à la page 35 ou 36 pour l'exemple des rats. Où est-ce que c'est? Ça doit plus être loin. Voilà, c'est ça, c'est à la page 36. Voilà, donc vous aviez un grand tableau, une colonne avec les valeurs de X, donc ça vous y touchez pas, le changement de variable ne porte pas sur X, hein, il porte sur Y. Donc l'ancien caractère Y, c'était le taux d'hormone ici. Hein. Voilà. Alors ce qu'il faudrait, ça avec Minitab, ça se fait très facilement, vous rajoutez dans ce tableau une troisième colonne ici, dans laquelle vous injectez le logarithme népérien des taux d'hormones. Donc, tous les logs de Y, vous les faites apparaître dans cette colonne-là. Donc ça va être notre nouveau caractère Y, donc je l'ai noté U, mettons. Hein, et donc il faudrait reprendre les mêmes calculs que vous avez effectués la semaine dernière avec la colonne des X et la colonne des Y. Hein, donc sur la colonne des X, vous aviez calculé la moyenne, l'écart type, la variance. Donc ça, vous pouvez les récupérer à l'identique pour la colonne du facteur X. Par contre, pour le nouveau Y, le log du taux d'hormone, il faudrait reprendre les calculs de moyenne, de variance et d'écart type. Donc faites ce calcul, parce qu'on s'en servira aussi, on s'en servira la semaine prochaine. Donc préparez-vous tous ces calculs. Voilà, donc ici, je vous ai mis quelques réponses. Donc contrôlez si vous ne trouvez pas la même chose, vous me le dites. Donc au niveau de X, là, il n'y a pas de changement. Mais pour la moyenne de Y, l'écart type et Y, maintenant c'est très, très différent. D'accord, donc à la place de U, vous pensez, c'est le nouveau Y, c'est le log de l'ancien Y. Voilà, donc vérifiez si vous avez bien tous ces résultats. Pareil pour le coefficient de corrélation linéaire. Hein, voilà, les formules qu'on avait la semaine dernière pour R de XY. Et bien, à la place de Y, il faut penser les nouvelles valeurs de Y, c'est-à-dire pas le taux d'hormone, mais le log du taux d'hormone. Donc j'essaie de trouver les formules. Voilà, regardez, quand vous aviez fait les calculs la semaine dernière. Voilà, pour l'exemple des rats. Hein. Bon, ben, partout où vous voyez des Y, et ben, maintenant il faut penser à remplacer ça par les nouveaux Y, hein, les logs. Si on a de retrouver la formule, voilà, oui, c'est peut-être plus explicite ici. La formule pour le coefficient de corrélation linéaire. Voilà. Donc, quand vous calculez la covariance que vous devez injecter au numérateur de votre coefficient de corrélation linéaire, regardez maintenant donc dans cette formule, à la place des YI, hein, les YI la semaine dernière c'était directement les taux d'hormones des différents rats, et bien maintenant il faudra mettre ici les nouveaux YI, hein, les logs des taux d'hormones. Donc c'est ça si vous voulez que j'ai noté UI. Voilà, donc il va falloir reprendre tous ces calculs, mais vous préparez ça en vue du prochain cours. Voilà, donc votre nouveau coefficient de corrélation linéaire, voilà ce que ça vous donne. Et par exemple, donc si on compare avec les valeurs que vous aviez la semaine dernière, quand vous étudiez sur les rats, vous étudiez directement le taux d'hormone de Y, on n'était pas encore passé au logarithme la semaine dernière. Donc qu'est-ce que vous aviez? Voilà, donc vous aviez voilà le coefficient de corrélation linéaire qu'on avait, puis quand on l'élève au carré, on a le coefficient de détermination, donc il y a un pourcentage qui mesure, parmi toutes les influences qui s'exercent sur Y, ce pourcentage mesure l'influence
l'importance des influences linéaires en X. Donc on avait la semaine dernière, quand on travaillait avec le Y directement le taux d'hormone, on avait 89% d'influence linéaire en X. Alors regardez, maintenant grâce à notre changement de variable, ce pourcentage va augmenter. Voilà, regardez ce que vous trouvez maintenant, le nouveau coefficient de détermination, vous trouvez du 95, presque 96%. Donc maintenant, grâce au changement de variable, on a 96% pour 96% d'influence linéaire en X. Donc il vous reste juste 4%. Les 4%, ça rassemble les influences de X non linéaires, donc c'est X carré exponentielle de X, et aussi les influences des facteurs autres que X. Tout ça, ça fait un volume de pas plus que 4%. Donc là, on sent vraiment que ce nouveau caractère Y, le log du taux d'hormone, il est vraiment très très fortement linéaire en X. Donc on verra tout ça en détail avec les tests de validation la semaine prochaine. Voilà. Alors pareil, les coefficients A chapeau, B chapeau, comme ils dépendaient du coefficient de corrélation linéaire, bien sûr, ils vont être modifiés. Voilà, B chapeau, on n'a plus R de XY, mais R de XU. Le U, c'est pour remplacer dans les formules le taux d'hormone par son logarithme. Voilà, donc vous trouvez un moins, voilà, donc regardez les valeurs, vous me dites si vous ne trouvez pas la même chose. Donc quand on a un B chapeau négatif, ça veut dire que les nuages de points se regroupent autour d'une droite descendante. Voilà le nouveau A chapeau. Voilà, donc pour en revenir, donc préparez tous ces calculs là pour la semaine prochaine, pour nos tests de validation. Et donc, pour en revenir à nos intervalles de confiance aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, dans l'expérience, la valeur de X, elle ne prenait que 4 valeurs, donc le laps de temps écoulé entre l'injection et le taux d'hormone, ça pouvait être 2 minutes, 4 minutes, qu'est-ce qu'il y avait, 8 minutes et 12 minutes, je crois. Et par exemple, on n'avait pas la possibilité d'avoir un écart de temps égal à 10 minutes. Voilà, donc justement la question qu'on peut se poser, pour un rat qui aurait reçu son injection depuis exactement 10 minutes, à quel taux d'hormone on devrait s'attendre? Voilà, sans avoir besoin de refaire des mesures, de refaire des injections, on voudrait pouvoir deviner la valeur du taux d'hormone ou du log du taux d'hormone. Eh bien, vous appliquez exactement la procédure que je vous ai montrée précédemment. Donc, il y a un S carré B à calculer. Donc là, j'ai recopié les formules. Il y a juste U à la place de Y. Si vous voulez récupérer les formules avec Y, vous pensez qu'à la place de Y, il ne faut pas mettre le taux d'hormone, mais le nouveau Y, c'est-à-dire le log du taux d'hormone. Et regardez ce qui se passe, vous trouvez une valeur très très petite. Donc là, c'est important que vous ayez une calculatrice qui vous donne beaucoup de précision, beaucoup de décimales, parce qu'à ce niveau-là, si vous commencez à faire des arrondis, ça va complètement fausser vos intervalles de confiance. Donc ça, c'est très bon signe quand vous trouvez un S carré tout petit comme ça. Là, c'est signe qu'on va avoir un intervalle de confiance très très réduit, avec les bornes très resserrées. Parce que quand un intervalle de confiance est trop large, trop étalé, ça veut dire que l'estimation n'est pas précise. Donc là, on va avoir une estimation très précise. Pareil, le S carré L. Donc là, pareil, toujours le piège. Ici, vous pensez bien à mettre la variance non corrigée et pas directement la variance de Minitab. Donc ici, on injecte la valeur de Z. Donc ici, Z égale 10 minutes. Et pareil, vous trouvez un S carré L petit, là, avec des zéros derrière la décimale. Donc vous le traitez soigneusement sans faire d'arrondi excessif pour avoir un intervalle de confiance bien mesuré. Mais là, on sent qu'on va avoir un intervalle de confiance très resserré, c'est très bon signe. Alors, la loi de Studel, c'est le paramètre N-2, donc comme l'échantillon de rat, c'est un échantillon de taille 12, on va se retrouver avec un paramètre 10 degrés de liberté, donc je vous laisse contrôler la valeur critique à lire dans une table. Voilà, donc la réponse à votre question pour un rat qui aurait eu son injection il y a 10 minutes, quel est le log du taux d'hormone? Donc la réponse idéale, ça serait A plus B fois 10. La formule, on écrit la formule du modèle linéaire. Simplement, comme A et B sont inconnus, on n'est pas en mesure de connaître exactement ce nombre-là, et on lui construit un intervalle de confiance, donc en raisonnant comme tout à l'heure. Là, j'ai un petit peu court-circuité les étapes, je vous les laisse rédiger par vous-même. Et voilà
Voilà, faites les calculs par vous-même. Au centre, vous avez le nombre inconnu et aux extrémités, rien que des valeurs que vous savez soit lire dans une table pour la valeur critique de student ou bien calculer vous-même à partir de votre échantillon. Donc je vous laisse faire les calculs et contrôler que vous trouvez bien les bonnes valeurs. Donc vous voyez là on a un intervalle de confiance très étroit, très resserré, une borne inférieure à 4,89, une borne supérieure à 5,10. Donc c'est un intervalle qui a une longueur très petite, donc le nombre inconnu là il est vraiment resserré de très près, il est vraiment très bien localisé. Voilà, donc regardez en détail cet exemple des rats et tous les calculs qu'il faut faire avec suite au changement de variable, avec le nouveau caractère y, et on va repartir là-dessus au prochain cours pour le test de validation du modèle linéaire.